Bună ziua, bine v-am găsit la un nou podcast CCI Fair. Mă bucur să o am invitată astăzi pe Penelope Legault, director general al FM Logistic în România. Bienvenue. Merci. Penelope, nous sommes très contents de t'avoir ici lors de notre podcast. Et donc, c'est Legault. Legault, la prononciation, on va dire, authentique, Legault. Oui, Et c'est vrai que moi-même, je dis souvent Laigo pour éviter les erreurs d'orthographe, mais Legault. Oui, c'est Legault. Donc, vous êtes la nouvelle directrice générale de FM Logistic en Roumanie depuis le mois de septembre. Donc, c'est très récent. Très récent. Et vous êtes également en charge des opérations pour l'Europe de Sud-Est. Exactement. Donc, dans nos activités, la plupart de nos activités d'entreposage sont en Roumanie. Oui. Mais on a aussi beaucoup d'activités de transport, et notamment internationales, et des équipes de transport en Serbie et Bulgarie pour couvrir toute la zone. Toutes les zones, oui. Si je regarde un peu votre bio, vous êtes très jeune. Je suis très jeune. Ouais, je dois avouer ça. Donc, j'ai devant moi quelqu'un qui est très jeune. Et vous avez quand même construit un parcours solide autour du développement durable et de la transformation. D'abord chez Ernst & Young. Oui. Et puis, au sein de FM Logistic. Vous êtes passé par la performance environnementale et vous avez été membre du conseil d'administration du Club de Demeter, l'association française pour la logistique durable. Exactement. Et vous êtes reconnu vous avez été reconnu par l'Institut Choiseul parmi les 100 leaders de moins de 40 ans. Donc, c'est pour ça c'est le sujet jeune. Donc, il faut bien préciser cela. Et d'ailleurs, vous avez été récompensé pour cela. Et vous êtes diplômé de l'École nationale de management de Grenoble et de l'Université nationale de Chengchi à Taïwan. Exactement. Et comme j'ai dit, vous incarnez une nouvelle génération de leaders engagés pour une logistique durable. Tout à fait. Vous avez découvert la Roumanie. Qu'est-ce que ça donne, la Roumanie? Quelle est votre première impression une fois que vous êtes atterri ici en Roumanie? C'est vrai que c'est encore très récent, mais j'ai un peu toujours la même réponse quand on me pose la question. J'ai été frappée à quel point ça a été facile. Ça fait 2 mois, comme vous l'avez dit, même pas encore complètement. Et j'ai déjà l'impression que les choses sont très naturelles. Les Roumains, de manière générale, sont très accueillants. Le pays est très facile à vivre pour des expatriés parce que déjà, la capacité des Roumains à parler anglais, italien, français, espagnol, c'est absolument merveilleux et c'est très pratique quand on arrive et qu'on découvre la langue. Et c'est aussi cet état d'esprit que je trouve très fort dans la culture roumaine je le dirais en anglais, when there is a will, there is a way. Yes. Ce côté, on trouvera toujours une solution très proactive, très pragmatique. Et donc ça, j'ai trouvé ça alors à la fois fascinant et génial en tant que manager, mais même en tant que personne vivant en Roumanie, c'est ce sentiment qu'on trouvera toujours une solution et que rien ne va être difficile. Et ça, c'est vraiment, vraiment très facile. Et je sais que il y a que 2 mois depuis votre installation. Vous pouvez déjà un peu parler des priorités au sein de FM Logistic. Quelles ont été les 3 priorités, disons, pour vous dans ce rôle? Bien sûr. Alors déjà, je dirais forcément, on a hâte et beaucoup d'ambition pour se développer. Oui. À la fois sur nos activités, nos clients, le chiffre d'affaires et aussi le développement des personnes au sein de l'entreprise.
Donc en termes de développement et pour, peut-être aller sur les 3 priorités, en même temps, Mmh. il y a le développement de nouvelles offres. C'est-à-dire qu'on est en train, moi j'ai déjà été, impressionnée par le nombre d'activités, que réalisent, et l'expertise qu'ont développé les équipes en Roumanie, avant même que j'arrive. Mais on investit beaucoup de temps et d'investissement financier pour développer des nouvelles technologies, que ce soit dans la digitalisation ou l'automatisation, ou même des nouvelles manières de s'organiser avec nos partenaires, notamment en matière de transport, pour développer des nouveaux services. Donc il y a vraiment cette priorité de Mmh. continuer de développer, d'innover, parce qu'en plus le marché roumain, est très dynamique, donc c'est, parfait pour être dans un endroit où nous-mêmes on est en plein dynamisme. On a aussi le développement, comme je vous disais, des personnes et qui va avec le développement de nos activités et de la croissance parce que, dans une entreprise, si on a cette ambition, de venir continuer de toujours mieux servir nos clients, accompagner leur croissance, accompagner certains clients qui arrivent sur le marché roumain et avec qui on peut travailler dans d'autres géographies, par exemple, il faut aussi que nos équipes, soient là pour, accompagner ce développement et en tant que manager, à nouveau, c'est très enthousiasmant de pouvoir se dire que au sein de nos équipes, on fournit des parcours qui font grandir les gens et qui nous font aussi grandir, notre service. Mmh. Donc je dirais vraiment le développement de nos services, de nos portfolios pour arriver aussi à se diversifier Oui. et des personnes. Et à cela contribue combien en termes des équipes? Il y En a termes d'effectifs, Oui. alors ça peut varier, en fonction, des activités et des saisons. Je dirais environ 560 personnes, dans les effectifs en propre. Oui, On a bien sûr, tout un tas de partenaires, des sous-traitants oui. plus temporaires, mais les personnes avec un contrat FM, Oui, oui. Roumanie et Europe du Sud-Est, environ 560 personnes. Et la vision, si vous pouvez un peu décrire, quelle est la vision, actuelle et à court terme, à moyen terme, comment vous la projetez? Elle est déclinée du groupe, Oui. FM Logistique, elle est plutôt locale? C'est une combinaison des 2. Là, je vais utiliser aussi mon passé, de quelques années au sein du groupe, Oui. et c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Le groupe FM Logistique est très, fort dans sa culture et son ADN. Étant une Mmh. entreprise familiale, C'est on ça. a beaucoup de continuité dans les équipes, notamment de top management, ce qui fait aussi une continuité des engagements, de la culture et de la façon d'être et d'ailleurs, on le voit avec, des équipes qui restent, très longtemps chez FM. On a encore des collaborateurs qui sont là depuis l'ouverture de FM Roumanie il y a Waouh! 21 ans, donc et pas qu'un seul, donc c'est très impressionnant. Ça, c'est oui. Ça, c'est vrai que c'est un vrai facteur et une vraie marque, de la culture FM dans l'ensemble des pays où on est implanté. On a aussi une dimension et une volonté, très forte pour aller sur notre ambition d'être connu comme le champion de la supply chain omnicanal et durable. Ce qui Mmh. veut dire qu'on investit beaucoup, je vous parlais tout à l'heure, d'investissement de technologie, de digitalisation, à la fois pour mieux servir une logistique omnicanale et à la fois pour, continuer de contribuer sur les enjeux de durabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de la planète et des personnes et des conditions de travail. Donc ça reste quelque chose de très important dans l'ensemble du groupe et qui s'applique aussi en Roumanie. Et donc la stratégie du groupe FM et que l'on voit, très concrètement ici, c'est d'avoir ces grands éléments clés de qui est FM, Mmh. nos valeurs, nos personnes, notre groupe, et après de l'adapter aux enjeux et aux contextes locaux. Parce Exact. qu'on n'a pas forcément soit les mêmes attentes, soit les mêmes partenaires, soit les mêmes besoins d'un pays à l'autre et c'est tout le travail, d'arriver à comprendre justement quelles sont les particularités, du marché roumain pour nous adapter ici. Ici. Et si vous avez mentionné, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, Oui, si vous pouvez nous parler un peu de l'intégration de l'intelligence artificielle, par exemple, oui. les nouvelles technologies, la digitalisation, comment elles font, front commun, Oui, dans le domaine de la logistique? oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est un boom, hein, de toutes ces Exact, solutions-là. ouais. On peut pas passer, je pense, un échange, un rendez-vous, une interview sans parler de digital ou d'intelligence artificielle, donc je trouve ça très intéressant de voir cette évolution très rapide. C'est pas un sujet qu'on évoquait il y a même 3 ans, je dirais, où c'était beaucoup plus restreint. Donc si je prends le cas particulier de la logistique, mais qui peut s'appliquer dans une certaine manière à d'autres industries, il y a plusieurs enjeux. Moi, je pense que déjà le premier, c'est de réduire toutes les tâches
que je dirais pénibles. Les tâches à faible valeur ajoutée, qui agacent les personnes qui doivent les faire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Vous voyez, des sujets type reporting, déplacer un objet d'un endroit à l'autre, faire toujours la même chose. Ça, je pense que c'est l'un des enjeux premiers sur lesquels on doit investir pour réduire, voire annuler ce type de tâches faites par les collaborateurs. Donc, on a déjà, par exemple, chez FM, complètement automatisé notre système de remontée de données pour les différents reportings obligatoires, en ayant une intelligence artificielle couplée avec une autre technologie qui s'appelle la RPA, oui. que vous connaissez donc, et qui nous permet de venir de manière automatique et très fiable collecter les informations qui peuvent être sur une facture, un document, pour venir saisir des bases de données et des logiciels. Souvent, je dis que la RPA, c'est le travailleur et l'IA vient manager ce travailleur pour vérifier que le travail soit bien fait. Donc ça, c'est déjà quelque chose de déployé et qui nous a permis, en 1 an déjà, de diviser par 2 le temps d'administratif et de reporting sur des tâches très répétitives. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi, bien sûr, tous les outils, notamment de petite robotisation, light automation, comme on peut les appeler, pour les petits trajets. Par exemple, vous savez, dans les entrepôts, on a très souvent des très grandes surfaces avec des produits qui doivent aller d'un endroit à un autre. Et donc là, on déploie, par exemple, des petits robots qui peuvent permettre de faire ces trajets qui sont récurrents entre la zone de co-packing et de préparation et de la zone de picking ou de stockage, par exemple. Ensuite, il y a bien sûr, je dirais, des sujets qui sont plus métiers. C'est tout ce que l'on peut arriver à utiliser dans ces nouvelles technologies, notamment le digital, mais pas que, pour à la fois offrir plus de flexibilité, mais grâce aussi à plus de visibilité. Parce que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, on a parlé longtemps de VUCA, maintenant on parle de BANI. C'est-à-dire que ça va toujours plus vite et plus rapidement, plus compliqué. Donc, on a besoin, nous, d'offrir une grande flexibilité et agilité à nos clients. Quelques exemples que j'ai en tête, ça va de systèmes bien connus comme des yard management systems qui permettent de savoir quand est-ce qu'un camion arrive dans un entrepôt pour pouvoir optimiser le moment et le délai de préparation pour être vraiment dans du just-in-time. Ça, c'est des types d'outils que l'on déploie. Mais on a aussi des choses beaucoup plus simples. On a développé, par exemple, une sorte on appelle ça une ferme d'étiquettes, c'est-à-dire... Ferme d'étiquettes. Exactement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de robots qui viennent imprimer des étiquettes sur demande pour vraiment coller aux besoins de nos clients, pour être mis, par exemple, pour traduire, vous voyez, l'étiquette d'un produit. Et donc ça semble tout bête comme ça, mais avant d'avoir ce type de nouvelles technologies qui permettaient de faire du printing on demand, on devait avoir des kilomètres de stockage d'étiquettes pour à chaque fois avoir la bonne en fonction du besoin, du produit et du moment. Donc c'est ces petites choses qui permettent de faire du juste à temps, juste à besoin, et de fournir une grande flexibilité en logistique. Et enfin, je dirais que c'est aussi l'enjeu que vous avez évoqué un peu plus tôt sur le développement durable. C'est ça, oui. Et tous les outils qu'on a d'optimisation, des consommations d'énergétique, des remplissages, des routes, qui nous permettent de réduire énormément l'empreinte carbone. Aujourd'hui, quand on parle de décarbonation du transport, on pense tout de suite aux camions électriques. On a aussi le transport électrifié. Et ça, c'est passionnant, mais il n'y a pas que ça. Exactement. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en Europe, on a, en fonction si on parle de villes, de campagnes, de longue ou de courte distance, on a en moyenne 40% des camions qui sont vides, ou en tout cas 40% de l'intérieur d'un camion qui est vide. Donc, ce qui veut dire que si on arrivait à déjà, même technologie, même diesel, tout ce qu'on fait avoir, optimiser le remplissage des camions, on pourrait presque déjà diviser par 2 les émissions de CO2, mais aussi les coûts, les difficultés, le trafic sur la route. Et Dieu seul sait qu'en Roumanie, c'est un sujet, le trafic sur la route. C'est vrai. D'ailleurs, la première conversation qui vient, c'est sur le trafic. C'est de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis 20 minutes ou 2 heures pour venir, c'est ça? C'est ça. Ça dépend des quartiers et des zones. Mais oui, la capitale reste toujours bien très impressionnante. Comme d'autres capitales, d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand j'étais arrivée, on m'avait prévenue et je me suis dit, bon, j'arrive de Paris. J'ai déjà été un peu à Mumbai, en Inde. J'ai fait mes études à Taïwan. Je connais le trafic. Et après, on découvre le trafic roumain. Et on se rend compte qu'on ne connaît pas, peut-être pas aussi bien qu'on le pense. Oui, venir depuis l'Asie dans les Balkans, c'est pas, ça change. C'est ça.
Oui, vous parlez justement de cette performance en termes de soutenabilité, de durabilité. Mhm. Vous avez une projection, vous avez des KPI, disons, en termes de la neutralité carbone, comment? Oui. Alors, en tant qu'entreprise, et ça vaut donc pour l'ensemble des pays, on s'est Oui. engagé à la neutralité carbone de nos opérations en propre à horizon 2030. Donc, ça passe par beaucoup d'actions à la fois en entrepôt et en transport. Si je prends le cas de la Roumanie, en entrepôt, on a installé par exemple des panneaux photovoltaïques en toiture de nos sites. Si je prends le transport, on a aujourd'hui de la livraison complètement électrique dans les différentes villes de Roumanie, à Timișoara, Bucarest, on ouvre Cluj. Et donc ça, c'est des projets qui donc sont plutôt des projets avec des véhicules type van ou grand van. Et là, on est en train de tester des poids lourds aussi électriques pour la distribution nationale, ce qui est pour moi très excitant parce que c'était quelque chose qui semblait impossible il y a encore peu de temps. Et après, ce qui est encore plus impressionnant, je pense, en matière d'émissions de CO2, c'est le développement de solutions multimodales. Et donc là, on a besoin, et on est en train de travailler à l'ouverture de corridors rail vers l'Europe de l'Ouest, vers la Pologne, pour arriver à faire du transport international décarboné également. Également. Et en termes de clients, Oui. parce que bon, vous avez une diversité de clients par rapport au secteur dont ils proviennent. Oui. Quel est le différenciateur, disons, donc, entre les différents secteurs? Ouais, entre leurs besoins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'annuellement, on fait une enquête de satisfaction client. Oui. Et on en profite pour demander justement quelles sont les attentes en matière de durabilité. Et c'est toujours très intéressant de voir les différences qu'on peut avoir entre secteurs ou verticales. Il y a un sujet qui est commun à tous, c'est la décarbonation du transport. Ça, c'est vraiment, je dirais, du 100%, tous les secteurs, Oui. avec des capacités peut-être différentes des fois pour investir, parce que ça demande du co-investissement. Et l'infrastructure, Et pour l'infrastructure. le chargement, tout ça, donc c'est quelque chose Mais qui c'est est... vrai que ça, en Roumanie, par rapport, pour avoir fait le même métier, je dirais, en France et avoir travaillé même sur des projets en Espagne et dans d'autres pays, je trouve qu'ici, si je prends plutôt là une différence entre les marchés qu'entre les secteurs, c'est beaucoup plus difficile et on a des clients qui sont quand même très engagés sur le développement durable, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver une solution. Vous parliez du réseau. Aujourd'hui, si on veut électrifier des véhicules, il faut pouvoir les recharger. Et donc, le réseau est bien moins important. Et même sans parler d'électricité, pour de la longue distance avec du biogaz, du biocarburant, il y a beaucoup moins d'options, d'incitations gouvernementales sur ces sujets. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui en Roumanie de décarboner que ça peut l'être en France ou en Europe de l'Ouest. Et donc, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les entreprises qui essayent malgré toutes ces difficultés en Roumanie. Et vous voyez comment, à l'avenir, je dirais, toute cette conversation qui se porte autour de la réduction des émissions, et non seulement par rapport au reporting de ECG, par exemple, dans tout ce qui est si vous devriez donner un pronostic, disons, quel serait... Sur l'avenir? Sur l'avenir, ouais. Ce qui n'a pas été facile dans les dernières années, étant donné le nombre de changements politiques sur la question. Mais c'est... non, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, de données. Oui. Vous parliez du reporting et c'est important parce qu'on a quand même besoin de mesurer pour pouvoir améliorer. Et aussi parce que la donnée, je pense, nous permettra d'avoir de la visibilité et de définir des priorités et des actions possibles, voire des actions entre acteurs. Et c'est là où ça deviendra plus intéressant, c'est quand le reporting nous permettra de faire des actions au niveau sectoriel ou régional ou national. Donc déjà, il y a cet enjeu de la donnée, parce qu'aujourd'hui, un peu comme de l'IA et la digitalisation, on en parle beaucoup, mais un usage efficient de la donnée, c'est plus difficile à trouver. Et après, il va falloir aussi passer de la mesure à l'action. Parce qu'on a besoin de mesurer, bien sûr, mais si c'est uniquement investir pour mesurer, on n'a toujours pas réduit les émissions de CO2. Exact. Et donc, je vois beaucoup, en tout cas dans les quelques échanges où j'ai déjà pu prendre part en Roumanie,
Je vois un discours et du monde privé et public pour des investissements pour faciliter cette transition. Il y a l'enjeu énorme en Roumanie de déjà investir dans les infrastructures plus performantes, que ce soit même la route et les autoroutes qui sont en train de se construire. Mais je pense que le train est en train de se faire une place, pas vers Oui. toutes les géographies, mais Ploiești, Timișoara, c'est des zones où on peut penser des projets à assez court terme vraiment intéressants. Et sur ces 2 mois, je sais que c'est très, enfin, Ça fait une vue très fraîche. Ouais, J'aurais peut-être un autre avis dans un an. Oui, oui, et on vous attend avec un très grand plaisir ici. Il y a des villes que vous avez déjà découvert à travers votre job? Alors, les 2 villes que je connais le mieux, comme vous le disiez, c'est à travers du travail, c'est là où on a le plus d'activités. Donc Bucarest pour y vivre, travailler, visiter, et Timișoara, Et où on a Timișoara, aussi oui. une très grande capacité de stockage là-bas et des clients depuis le jour 1, parce qu'on a commencé la Roumanie à Timișoara. Oui. Donc aujourd'hui, c'est les 2 villes que je connais le mieux. Et pour à court terme, vous avez un agenda Oui, j'ai un joli carnet de trajets. de trajet, oui, Déjà, effectivement, à très court terme, visiter la Serbie et la Bulgarie dont je vous parlais dans la au départ. région, oui, parce Voilà, que dans la vous région. couvrez également, OK. Pour voir les collaborateurs aussi là-bas. Puis il y a quand même des différences dans ces marchés avec la Roumanie et arriver à les saisir. On a aussi des sites à Cluj, Napoca et Bacău. Donc, À Moldavie, OK. voilà, j'ai hâte de pouvoir y aller. Et après, d'un point de vue très personnel, j'ai hâte de visiter Et de la découvrir, diversité de la Roumanie et pas connaître uniquement les villes, mais aller dans les forêts qui sont mondialement, je dirais, reconnues, les villages, le Danube. Je pense qu'il y a des endroits magnifiques à Magnifique, découvrir. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. D'après ce que disent les Roumains, mais Et même les étrangers. Moi, depuis que je parle du fait de venir en Roumanie, le premier mot qui sort toujours, c'est oh, la nature est magnifique. Donc, j'ai hâte de mieux voir ça. J'ai vu un petit peu, mais j'ai hâte de mieux voir ça. Je voudrais parler également un peu du leadership parce Oui. que c'est très important aujourd'hui. Et quel est votre style Mon et style à moi type de leadership? Dans les 2 mois, comment vos employés vous perçoivent? Si vous avez déjà de feedback? Ça serait intéressant d'ailleurs de faire un petit micro-trottoir après pour leur demander ce qu'ils pensent. Oui, oui, oui. C'est un sujet qui est très important pour moi. Oui. J'attache beaucoup, alors c'est peut-être un sujet, comme vous disiez, de génération, mais j'attache beaucoup d'importance à ce que veut dire être manager, leader, directeur. Je pense que c'est pas que des termes, c'est pas que des niveaux de rémunération ou un joli nom. Oui. Ça vient avec des responsabilités. Et je pense que la première responsabilité, c'est la responsabilité humaine, de travailler avec et pour les équipes, de développer les gens, de donner une vision claire. Et donc, mon style, si moi je devais me décrire, et en tout cas les premiers retours que j'ai eus, mais je serais intéressée à nouveau de balancer ça. Je suis quelqu'un de très enthousiaste de manière générale. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le sourire, avec une belle énergie, et de toute façon, on ne travaille jamais aussi bien que sur quelque chose que l'on aime. Donc, on va autant travailler avec cet enthousiasme-là. En plus, avec le nombre d'heures qu'on passe par jour au travail, c'est encore mieux si ça nous permet de nous épanouir. Je trouve que c'est passionnant de aussi permettre la collaboration de chacun et la contribution au projet. C'est encore plus facile pour moi parce qu'étant nouvelle en Roumanie, c'est plus normal, je dirais, ou plus attendu, et que je sois très à l'écoute. Voilà, à l'écoute des propositions, des points de vue. Alors après, c'est à moi de faire mon propre avis, mais de découvrir quelles sont les nuances, à la fois en matière de vision des métiers, mais aussi en matière de façon d'être. Et ma façon de travailler à moi, c'est d'être très claire et ambitieuse sur la route où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire et qu'est-ce qu'on veut faire. Et après, faire tout mon possible pour que chacun trouve son rôle dans ce projet, à la fois s'épanouisse et à la fois
se développe. Et pour se développer, je pense qu'il faut vraiment pousser les personnes pour arriver à apprendre à aller plus loin. Et aussi dire que c'est OK de tester, c'est OK de se tromper, c'est OK de rater. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est OK de revenir en arrière, d'arrêter. Tout ça, ça veut quand même dire agir et innover. Et donc ça, c'est le plus important, c'est être dans l'action, avancer et ne pas se mettre des barrières soi-même par peur de faire une erreur parce que on a besoin de faire des erreurs pour apprendre et progresser. Et pour avancer. Ouais, exactement. Ouais. 3 qualités pour quelqu'un qui voudrait travailler dans la logistique. Pour travailler dans la logistique, aujourd'hui, j'étais à une conférence juste avant et j'ai vu la meilleure définition d'un logisticien. Si vous me permettez, je voulais après prendre. Oui. J'annonce à qui je vole cette citation à Kaufland, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien que là, je ne peux pas m'empêcher de vous la partager. C'est très bien. Voilà, donc ce qu'il y avait écrit, ce sera en anglais. Logistician, la définition, someone who is constantly solving problems, knows more than they say, and does more than people realize to keep good moving 24/7. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un milieu, et c'est ce qui fait que moi, je suis personnellement tombée sous le charme de ce secteur. C'est un milieu très dynamique, donc il faut aimer ça. Il faut aimer le dynamisme et le fait de... On s'ennuie pas. Énergie. Et voilà, on s'ennuie pas, mais du coup, il faut de l'énergie. C'est aussi, je pense, un milieu avec des personnes qui ont à la fois une grande intelligence, mais une grande humilité, parce qu'on a besoin d'être au carrefour des besoins de nos clients, de nos partenaires. Et voilà, et j'allais le dire, et merci beaucoup, l'empathie, arriver à comprendre, OK, parce que c'est de la constante, du constant réajustement. OK, par rapport aux informations que j'ai, aux besoins des différents maillons de la chaîne, comment est-ce que j'arrive à comprendre ça pour trouver la meilleure solution qui change toujours. C'est le fameux dynamisme. Il faut aimer ce côté où un plan est important, mais ne se déroulera jamais comme prévu. Oui. C'est important, mais c'est aussi ce qui fait que ça reste très excitant. Et pour finir, je vous invite à adresser un message que vous voulez à vos équipes. À mes équipes ? Ouais. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil, qui a été encore plus agréable et chaleureux que ce que j'aurais pu imaginer. Et surtout, j'ai hâte qu'on s'amuse à créer ce futur innovant, ensemble, très dynamique et avec beaucoup d'erreurs et beaucoup d'apprentissage. Écoutez, merci beaucoup. Merci si vous beaucoup, avez c'était très agréable, encore très intéressant. quelque chose à rajouter par rapport, je sais que c'est juste après 2 mois depuis que vous êtes arrivé, mais ça va, on va vous inviter à nouveau avec des bilans. Avec des bilans, ça sera intéressant effectivement au bout d'1 an, mais ce que je tiens à souligner, c'est que ça fait effectivement que 2 mois que je suis là. Et pourtant, je pense que c'est déjà ma 4e ou 5e interaction avec Tchétché Ifere, ce qui veut dire à quel point le réseau est dynamique. Et donc ça, j'ai été aussi très épatée à quel point vous êtes en proximité des entreprises. Ça allait du podcast à l'article, au gala, au pod de networking. Et c'est ça. Donc, bravo pour toute cette organisation. Oui, on est une équipe autour d'une communauté très dynamique. Oui. D'ailleurs, une des plus dynamiques organisations de business du pays, qui fédère 600 membres avec une diversité de profils différents, que ce soit des entreprises de taille, de PME, 70% sont de PME, des universités, des ONG. Donc, vous voyez, les fournisseurs que vous recherchez, ils peuvent C'est ça, il y a à la fois mes clients, mes fournisseurs et mes partenaires. Donc, c'est toujours un plaisir et bravo pour ça. Merci beaucoup, Penelope Lego. C'est ça, mulțumesc. Vă dăm întâlnire în curând cu un nou invitat.